Le monde au bord du gouffre, la guerre éclate au Moyen-Orient, des missiles traversent le ciel, des écoles brûlent, un guide suprême est mort, et le monde retient son souffle, les yeux rivés sur une région qui pourrait, en l'espace de quelques heures, basculer dans un conflit dont personne ne connaît la fin. Ce que vous allez lire va vous glacer le sang, pas parce que c'est de la fiction, mais précisément parce que ce n'en est pas. Ce qui s'est passé, le choc du 28 février 2026. À l'aube du 28 février 2026, pendant que la majorité du monde dormait encore, des avions de guerre décollaient, des cibles étaient verrouillées, des décisions irréversibles étaient prises. Et quand le soleil s'est levé sur Téhéran, la capitale iranienne, elle n'était plus la même ville qu'elle était la veille au soir. Israël et les États-Unis ont lancé une opération militaire conjointe contre l'Iran. Pas une frappe symbolique, pas un avertissement. Une opération massive, chirurgicale, coordonnée, avec des objectifs précis. Éliminer les têtes du régime iranien, détruire les infrastructures militaires et neutraliser le programme nucléaire du pays. Le monde venait d'entrer dans une nouvelle ère. Mais pourquoi? Il faut comprendre les racines. De tout ceci, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter en arrière. Pas des semaines, des décennies. L'Iran, depuis sa révolution islamique de 1979, est dirigé par un système unique au monde. Le pays a bien un président élu, un parlement, des institutions. Mais au-dessus de tout cela, il existe une figure qui dépasse tout le monde, le guide suprême. C'est lui qui a le dernier mot sur tout. La politique étrangère, l'armée, le nucléaire, la religion, tout. Depuis 1989, ce poste était occupé par un seul homme, Ali Khamenei, 86 ans. Un homme que ses partisans considéraient comme le représentant de Dieu sur terre. Un homme que ses opposants voyaient comme un dictateur impitoyable ayant réprimé son propre peuple pendant des décennies. C'est lui qui soutenait le Hezbollah au Liban. C'est lui qui finançait le Hamas à Gaza. C'est lui qui armait les Houthis au Yémen. C'est lui qui poussait, année après année, le programme d'enrichissement d'uranium iranien, faisant trembler Israël et l'Occident à l'idée qu'un jour Téhéran puisse détenir la bombe atomique. Et c'est lui qui, ce matin-là, est mort sous les bombes. Le programme nucléaire, la vraie raison de tout. Voici ce qu'il faut absolument comprendre. Cette guerre ne s'est pas déclenchée du jour au lendemain. Elle couvait depuis des années autour d'une seule question centrale. Une question qui obsède les États-Unis et Israël depuis plus de 20 ans. L'Iran va-t-il fabriquer une bombe nucléaire? L'Iran a toujours répondu non. Les dirigeants iraniens ont répété inlassablement que leur programme nucléaire était civil, destiné à produire de l'énergie et des médicaments, pas des armes. En 2015, sous Barack Obama, un accord historique avait même été signé. L'Iran acceptait de limiter son enrichissement d'uranium en échange d'une levée des sanctions économiques. Le monde avait soufflé. Puis Donald Trump, lors de son premier mandat, avait tout fait exploser. En 2018, il s'était retiré de cet accord, estimant qu'il ne suffisait pas. Les sanctions avaient repris, plus sévères que jamais. Et l'Iran, en réponse, avait recommencé à enrichir son uranium à des niveaux inquiétants, s'approchant dangereusement du seuil nécessaire pour construire une arme nucléaire. Pendant ce temps, Israël regardait la situation avec une terreur croissante. Pour Tel Aviv, un Iran nucléarisé représente une menace existentielle. Pas une menace abstraite, une menace réelle, directe, mortelle. Israël a toujours dit, et répété, qu'il ne permettrait jamais à l'Iran d'obtenir la bombe. Deuxième élément crucial, les missiles balistiques iraniens. L'Iran possède l'arsenal de missiles le plus développé de toute la région, avec environ 3000 missiles capables de frapper Israël, les bases américaines au Moyen-Orient et les pays du Golfe. Ces missiles sont la véritable force de dissuasion de Téhéran. C'est avec eux que l'Iran peut dire à ses ennemis « Attaquez-nous, et vous paierez un prix terrible ». Les États-Unis et Israël voulaient deux choses, la fin du programme nucléaire et la fin du programme de missiles balistiques. L'Iran a répondu qu'il ne renoncerait jamais aux deux. C'est sur cette impasse que la guerre a finalement éclaté. Les négociations qui n'ont pas suffi. Ce qui rend cette situation encore plus tragique, c'est que la guerre a éclaté alors que des négociations étaient en cours. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a lui-même déclaré dans une interview accordée depuis Téhéran en pleine guerre qu'il y avait eu une réunion le jeudi précédant les frappes, à Genève, avec des représentants américains dont Steve Witkoff et Jared Kushner, deux hommes proches de Donald Trump. Cette réunion, selon lui, avait abouti à des progrès significatifs. Un accord semblait possible. 2 jours plus tard, les bombes tombaient. Pourquoi? La réponse dépend de qui vous posez la question. Les Iraniens disent qu'ils ont été trahis, que les Américains ont frappé en plein milieu de négociations de bonne foi, exactement comme ils l'avaient fait lors de la guerre des 12 jours en juin dernier. Du côté américain, Donald Trump a laissé entendre que l'objectif final était clair. Non seulement empêcher l'Iran d'avoir la bombe, mais provoquer un changement de régime. En d'autres mots, aider le peuple iranien à se débarrasser de ses dirigeants. La nuit où tout a basculé. Revenons aux faits. Les frappes ont commencé le 28 février 2026. Israël, fort de sa connaissance du terrain iranien et de renseignements extrêmement précis, a ciblé les résidences et les lieux de travail des hauts responsables iraniens. Les États-Unis, de leur côté, ont visé les sites militaires, les dépôts d'armement et les infrastructures liées au programme nucléaire. Les images satellites ont tout dit.
Le complexe résidentiel de l'ayatollah Khamenei a été réduit en cendres. Autour de lui, les bâtiments étaient intacts. La précision était telle que les experts militaires parlent de frappe au mètre près. Ce niveau de précision n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat de mois, d'années de travail de renseignement. La CIA américaine et le Mossad israélien avaient tracé les mouvements de Khamenei pendant très longtemps, sachant que l'homme de 86 ans, affaibli par un cancer en phase avancée, ne pouvait pas se déplacer librement. À 2h30 du matin, heure de Paris, la télévision d'État iranienne a confirmé la nouvelle. Son présentateur, les larmes aux yeux, a annoncé que le guide suprême avait bu le nectar du martyr et rejoint le royaume céleste suprême. Quelques minutes plus tôt, Donald Trump l'avait déjà annoncé sur son réseau social, Truth Social, les rues de Téhéran, deux Irans, face à face. Ce qui s'est passé dans les rues de Téhéran ensuite en dit long sur la fracture profonde qui traverse la société iranienne. D'un côté, des pleurs, du deuil, une télévision d'État en larmes, un gouvernement proclamant 40 jours de deuil national. De l'autre côté, dans certains quartiers de la capitale, des cris de joie. C'est la réalité de l'Iran en 2026. Il y a des millions d'Iraniens qui soutiennent leur système, qui voient dans Khamenei un martyr. Et il y a des millions d'autres qui vivent sous la répression depuis des décennies, qui ont vu leurs manifestations écrasées dans le sang, qui rêvent d'une autre vie. Le gouvernement iranien parle des manifestations récentes de décembre et janvier, comme d'une opération terroriste, téléguidée par Israël et les États-Unis. Il affirme que des éléments armés venant de l'extérieur se sont infiltrés dans des rassemblements pacifiques pour tirer sur les forces de sécurité et sur la population civile, dans le but de créer le chaos. Plus de 3000 morts sont recensés, dont environ 2500 civils et 200 policiers selon les chiffres officiels iraniens. La réalité sur le terrain reste difficile à vérifier de manière indépendante, les communications étant largement coupées à l'intérieur du pays. La réponse de l'Iran, des missiles, dans toute la région. L'Iran n'est pas resté les bras croisés. Moins d'une heure après les premières frappes, des missiles iraniens commençaient à pleuvoir sur la région. Israël a été frappé, dans le nord et le centre du pays. Un état d'urgence nationale a été déclaré. Des millions d'Israéliens ont couru vers les abris. À Bahreïn, un missile a touché un quartier général de la 5e flotte de la marine américaine. Au Qatar, la base aérienne d'Al Udeid, qui abrite le commandement central des forces américaines dans la région, a été ciblée. Les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie saoudite. Aucun pays de la région n'a été épargné. Le message de Téhéran était clair. Vous nous frappez. Nous frappons tout ce qui porte le drapeau américain dans notre voisinage. Et pour amplifier la pression sur l'économie mondiale, les gardiens de la révolution iranienne ont bloqué le détroit d'Ormuz. Ce bras de mer étroit, entre l'Iran et le sultanat d'Oman, est l'une des artères les plus vitales de l'économie mondiale. Environ 20% de tout le pétrole consommé sur la planète passe par là chaque jour. Le bloquer, c'est menacer de faire exploser les prix de l'énergie partout dans le monde, de l'Europe à l'Asie, en passant par les États-Unis. L'Europe se distance, le monde s'inquiète. Face à cette escalade vertigineuse, les grandes puissances européennes ont adopté une position délicate. Le Premier ministre britannique, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand ont publié une déclaration commune. Pendant que les diplomates cherchent leurs mots et que les généraux comptent leurs missiles, une vérité s'impose avec brutalité. Personne, absolument personne, ne contrôle totalement ce qui se passe en ce moment. Pas Trump, pas Netanyahou, et certainement pas le triumvirat qui tente désespérément de tenir l'Iran debout après la mort de son homme le plus puissant. Nous sommes dans la zone la plus dangereuse qui soit, celle où les événements prennent le dessus sur les hommes. L'homme qui n'est plus là, comprendre le vide laissé par Khamenei. Pour saisir l'ampleur du séisme, il faut comprendre ce que représentait Ali Khamenei dans le système iranien. Ce n'était pas simplement un chef d'État, c'était le ciment de tout un édifice politique, religieux et militaire, construit sur 37 ans de pouvoir absolu. En Iran, le guide suprême ne dirige pas seulement le gouvernement, il contrôle les gardiens de la révolution, cette armée dans l'armée qui gère des pans entiers de l'économie iranienne et qui mène les opérations militaires sensibles. Il nomme les juges, il valide les candidats aux élections, il décide en dernier ressort de la guerre et de la paix. Sans lui, le système entier ressemble à un corps sans colonne vertébrale. La question qui hante maintenant tous les analystes est simple mais vertigineuse. Est-ce qu'un triumvirat de transition peut exercer cette même autorité absolue sur les gardiens de la révolution? La réponse honnête est probablement non, pas immédiatement, pas avec la même légitimité. Et c'est précisément là que réside le danger, parce qu'une structure militaire aussi puissante que les gardiens de la révolution, sans une autorité centrale clairement établie au-dessus d'elle, peut devenir imprévisible. Des factions peuvent émerger, des généraux peuvent prendre des décisions unilatérales. Et dans un contexte de guerre active, une décision unilatérale mal calculée peut transformer un conflit régional en catastrophe mondiale. Le détroit d'Ormuz, la bombe économique, que l'Iran a déjà activée. Il y a une arme que l'Iran possède et qui ne fait pas de bruit, qui ne détruit pas de bâtiments, mais qui peut faire plier les genoux à des nations entières. Cette arme, c'est le contrôle géographique du détroit d'Ormuz. Imaginez un couloir marin d'à peine 33 km de largeur à son point le plus étroit. Par ce couloir passent chaque jour des millions de barils de pétrole en provenance d'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït, de l'Irak et de l'Iran lui-même.
environ 1/5 de tout le pétrole mondial. Si ce couloir est bloqué, même partiellement, même temporairement, les conséquences économiques mondiales sont immédiates et brutales. Les prix du pétrole s'envolent, le coût du transport maritime explose, les industries qui dépendent de l'énergie ralentissent. Les consommateurs partout dans le monde paient le plus cher pour tout, leur carburant, leur nourriture, leurs produits manufacturés. Une récession mondiale n'est plus une hypothèse abstraite, elle devient une possibilité concrète. Les gardiens de la révolution ont annoncé le blocage du détroit. La marine américaine, avec ses porte-avions positionnés dans la région, va tenter de maintenir ce couloir ouvert. Mais chaque tentative américaine de forcer le passage peut déclencher un affrontement direct en mer. Et un affrontement en mer entre des navires de guerre iraniens et américains, c'est une escalade d'un niveau entièrement nouveau. Les pays du Golfe, pris en étau, entre deux géants. Pensez maintenant aux pays qui se retrouvent coincés au milieu de tout cela. Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Koweït. Ces pays ont quelque chose en commun. Ils abritent des bases militaires américaines sur leur territoire. Et ils ont des frontières, des relations commerciales et des liens historiques complexes avec l'Iran voisin. Ces pays n'ont pas demandé à être au cœur de ce conflit. Ils se retrouvent pourtant bombardés par des missiles iraniens simplement parce que des soldats américains se trouvent sur leur sol. Le ministre iranien des Affaires étrangères a essayé de leur expliquer que l'Iran ne les ciblait pas, eux directement, mais les installations américaines sur leur territoire. Une distinction qui doit sembler bien théorique quand des missiles traversent votre espace aérien et que des débris retombent près de vos villes. L'Arabie saoudite se trouve dans une position particulièrement délicate. Depuis des années, Riyad et Téhéran se sont livrés à une guerre froide pour la domination du Moyen-Orient. Mais ces derniers temps, sous la médiation chinoise, des signaux de rapprochement avaient émergé entre les deux puissances régionales. Cette guerre remet tout cela en question et replace l'Arabie saoudite devant un choix douloureux, se ranger derrière son allié américain ou chercher à préserver ses relations avec son voisin iranien. Ce que le ministre iranien a dit et ce qu'il n'a pas dit. L'interview du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, accordée depuis Téhéran en pleine guerre, est un document fascinant à analyser. Cet homme savait qu'il parlait au monde entier. Chaque mot était pesé. Il a affirmé que tout était sous contrôle. Mais il a immédiatement précisé qu'il n'avait pas dit qu'il n'y avait pas de guerre. Nuance cruciale. Tout est sous contrôle. Ne signifie pas que la situation est stable. Cela signifie que le gouvernement iranien fonctionne encore, que les décisions sont encore prises, que la machine d'État n'est pas effondrée. Il a parlé des négociations de Genève, du jeudi précédant les frappes, avec Witkoff et Kouchner. Il a décrit des progrès concrets, des concessions iraniennes réelles sur le dossier nucléaire. L'Iran était prêt à enrichir l'uranium uniquement selon ses besoins civils déclarés, à accepter des inspections renforcées, à prendre des mesures de transparence supplémentaires. En échange, une levée des sanctions et une normalisation économique. Mais il a aussi tracé une ligne rouge absolument non négociable. L'Iran ne renoncera jamais à son droit à l'enrichissement. L'Iran ne démantèlera pas son programme de missiles balistiques. Ces deux points sont précisément ceux sur lesquels Trump et Netanyahou ne peuvent pas transiger. C'est l'impasse fondamentale. Et c'est pourquoi, malgré les progrès en négociation, les bombes ont quand même fini par tomber. Il a dit une autre chose importante, presque en passant, que beaucoup ont peut-être raté. Il a dit qu'il n'y avait aucune communication en ce moment, entre l'Iran et les États-Unis, mais que si les Américains voulaient parler, ils savent comment le contacter. Une porte laissée entrouverte, même dans le fracas des explosions. C'est le langage de la diplomatie en temps de guerre. La Russie, la Chine et le reste du monde, qui va faire quoi? Voilà une question que beaucoup de gens se posent, sans oser la formuler clairement. L'Iran n'est pas seul dans le monde, il a des alliés. Pas des alliés qui l'aiment par idéologie nécessairement, mais des alliés qui ont tout intérêt à ce que la puissance américaine ne sorte pas de cette crise encore renforcée. La Russie est en guerre en Ukraine. Elle a besoin de drones et de munitions iraniens. Elle a tout intérêt à ce que les États-Unis soient embourbés dans un autre conflit au Moyen-Orient. Vladimir Poutine a reçu l'appel du ministre iranien des Affaires étrangères. Mais que fera concrètement Moscou? Fournira-t-il des équipements militaires supplémentaires à Téhéran? Accentuera-t-il ses opérations en Ukraine pour forcer Washington à diviser son attention? Ces questions restent ouvertes. La Chine, de son côté, a des intérêts économiques considérables en Iran. Pékin achète du pétrole iranien, investit dans ses infrastructures, et voit dans l'affaiblissement de l'influence américaine au Moyen-Orient une opportunité stratégique. Mais la Chine a aussi des liens commerciaux vitaux avec les États-Unis, et ne veut pas d'une guerre totale qui ferait s'effondrer l'économie mondiale dont elle dépend elle-même. Le calcul chinois est donc complexe, et pour l'instant Pékin observe, sans montrer ses cartes. Le peuple iranien, l'enjeu oublié. Au milieu de tous ces calculs géopolitiques, il y a des êtres humains. 60 millions d'Iraniens qui se réveillent chaque matin dans un pays en guerre, avec des coupures de communication, des missiles qui partent et qui arrivent, une économie déjà exsangue après des années de sanctions qui s'effondrent encore davantage. Le ministre Araghchi a parlé d'une école de filles, dans la ville de Minab, dans le sud de l'Iran, frappée lors des bombardements, des dizaines de jeunes filles innocentes tuées. Ces images, si elles se confirment et se propagent, peuvent changer la dynamique de l'opinion mondiale. La guerre propre, chirurgicale, celle que les généraux aiment décrire, n'existe pas vraiment. Il y a toujours des victimes civiles, il y a toujours des écoles, des marchés, des quartiers résidentiels touchés par des bombes qui déviennent de quelques mètres. Trump a dit au peuple iranien, « Votre liberté vous appartient, levez-vous ». Netanyahou a dit qu'il voulait créer les conditions pour que le courageux peuple iranien se libère. Mais soulever un peuple contre son gouvernement en le bombardant simultanément
est une équation qui n'a jamais fonctionné proprement dans l'histoire. Les Irakiens, les Libyens, les Afghans pourraient en témoigner.